Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle capsule Regard sur les marchés, intitulée « Les 100 premiers jours de Trump ». Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux collègues, premièrement de notre bureau de Paris, Dora Gamaoun, qui est directrice de placement, et Hugues Sauvé, le premier vice-président à Revenu Fixe. Bonjour Martin. Après 4 mois, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'événements aux États-Unis comme au Canada, également en Europe. On a eu l'élection d'un président, la sermentation en janvier. On a eu également des élections au Canada et avec l'élection également d'un nouveau premier ministre. Mais surtout, ce qui a fait trembler les marchés au mois d'avril, c'est l'établissement des droits de douane ou les tarifs douaniers réciproques sur 180 pays. Concrètement, Hugues, quels ont été les impacts sur les marchés boursiers, les marchés financiers en Amérique du Nord? Et oui, Martin, si on regarde un petit peu les rendements des marchés sur le premier graphique, on voit que l'année a débuté vraiment en force sur la thématique de l'exceptionnalisme américain avant que le marché soit surpris vraiment par l'agressivité de la nouvelle administration républicaine. Donc, on voit ça a culminé toute cette incertitude-là un petit peu après Liberation Day, comme tu le mentionnais. Et puis, on a calmé un petit peu le jeu par la suite et puis on a vu un rebond des marchés. Un point intéressant à noter en regardant le graphique, c'est la ligne bleue qui est en haut. C'est vraiment un mouvement de fond vers l'Europe, donc à partir des États-Unis, avec toute cette incertitude-là. Et puis, on a aujourd'hui Dora, directement de notre bureau à Paris, là, pour en parler un petit peu plus. Donc, si on regarde les 100 premiers jours de l'administration Trump, on voit que ça a été très actif. On voit sur le nombre de décrets présidentiels, un record absolu, on le voit sur le graphique, 141 nouveaux décrets sur les 100 premiers jours, et ça touchait une multitude d'aspects, autant au niveau domestique, on parle d'immigration, on parle d'éducation, on parle de réglementation vaste, qu'au niveau international. Donc, il touchait et les entreprises et le commerce. Ce qui nous a affecté un petit peu plus fortement au niveau des marchés financiers, c'est vraiment les droits de douane. On le voit sur le graphique de droite. Donc, on passe d'une moyenne de 2% à un chiffre plus élevé qui est encore incertain au moment où on se parle. Donc, il y a eu beaucoup de volatilité à ce niveau-là, mais on sait que ça devrait faire ralentir, en fait, le commerce international et mettre de la pression, en fait, sur l'économie. Et puis, les marchés, on le voit à la page suivante, ont réagi avec force. Donc, on parle des niveaux de volatilité. L'indice VIX, qui suit la volatilité sur le S&P 500, qui a atteint des niveaux de 60, des niveaux de crise vraiment graves. Et puis, mais d'un autre côté, qui dit volatilité dit aussi risque, mais dit aussi opportunité. Et puis, tu vas en parler un petit peu plus loin. On a pris cette période pour se repositionner puis essayer de générer un petit peu plus de valeur ajoutée. Mais si on regarde une perspective d'un petit peu plus long terme, on voit, on l'a dit, on le répète en fait, l'objectif de tout investisseur devrait avoir un équilibre adéquat entre risque et rendement. On le sait, les marchés financiers vont créer de la valeur à long terme, mais il faut être capable de supporter les périodes de volatilité. Donc, nous gardons le cap. Merci beaucoup, Hugues. Dora, évidemment, du côté de l'Europe, on a vu, il y a eu un déplacement des fonds en fin d'année 2024, début 2025. L'Europe a extrêmement bien performé. Mais quels ont été les impacts de tout ce qui s'est passé depuis le début 2025 sur le marché européen? Donc, il faut savoir, Martin, que même avant l'élection de Trump, l'économie européenne traversait une période compliquée entre tensions géopolitiques et ralentissement de la croissance, vient encore s'ajouter l'incertitude liée aux relations commerciales avec les États-Unis. Déjà, on voit la confiance de consommateurs reculer, la production industrielle aussi baisser, et certains, même économistes, parlent d'un risque de récession. Maintenant, on a vu quand même le marché monter. Donc ça vient principalement par la réponse de l'Europe face à ces incertitudes-là. On a vu la Banque centrale européenne baisser ses taux. Cette année, la Banque centrale européenne a baissé ses taux 3 fois pour atteindre un taux directeur de 2,25. Déjà, vous pouvez voir dans le graphique le taux 2 ans allemand qui a fortement baissé. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce graphique, c'est que maintenant, on commence à revoir des taux
négatifs, notamment la Suisse, le taux suisse 2 ans, qui a récemment repassé au territoire négatif. Donc ceci nous laisse penser que si l'économie ne se relance pas, la zone euro pourrait aller encore plus loin dans l'assouplissement monétaire. Une autre réponse qui est de l'Europe, et ça c'est un outil qui a été utilisé par rapport aux États-Unis, c'est le stimulus fiscal. Tout d'abord, c'est quoi un stimulus fiscal? Donc le stimulus fiscal, c'est quand un gouvernement, il dépense pour relancer son économie. Comme vous pouvez voir dans le graphique, la ligne orange, c'est le taux d'endettement de l'Allemagne par rapport à son PIB. Donc le taux d'endettement est beaucoup plus bas que celui aux États-Unis. Donc ça donne une grande marge de manœuvre à l'Allemagne et à d'autres pays européens d'augmenter leurs dépenses afin de relancer l'économie. La Commission européenne a annoncé un plan de relance de 600 milliards d'euros, dont 150 milliards pour la défense. Ce plan pourrait non seulement relancer la croissance économique, mais créer des emplois et même renforcer la compétitivité de l'Europe sur le long terme. C'est pour ça déjà on voit que le marché européen a surperformé parce que les investisseurs ils ont... Le marché a bien réagi, oui. Tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe a utilisé la politique fiscale ainsi que la politique monétaire pour faire face à la situation actuelle. Merci beaucoup, Dora. Écoutez, en conclusion, ce qu'on peut dire, bien évidemment, Hugues l'a mentionné, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Les économies dans le monde sont essentiellement en pause en raison de l'incertitude tarifaire. La Réserve fédérale devrait éventuellement baisser les taux. On sait qu'elle a la marge de manœuvre pour les baisser. L'inflation, cette semaine aux États-Unis, est en baisse, donc à 2,3 %. Au Canada, bien, on a une autre baisse de taux à anticiper de 25 points de base. Du côté des revenus fixes, bien, notre position demeure longue sur la durée. On est positionné un peu plus centré sur la courbe et défensif. Et finalement, du côté de l'allocation d'actifs, bien, la volatilité était très élevée. Pour nous, c'est des opportunités. Donc, au mois d'avril, on a profité de la panique boursière pour acheter des actions en portefeuille. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.